Robert Redford a longtemps été perçu comme le parfait gentleman d'Hollywood, cet acteur aux traits ciselés, au regard clair et au charisme discret qui semblait incarner une forme d'élégance naturelle, presque intouchable. Des films comme Butch Cassidy et le Kid, L'Arnaque ou encore Out of Africa ont forgé cette image d'un homme droit, authentique, loin des excès et des caprices des stars. Il a fondé le festival de Sundance, défendu le cinéma indépendant à une époque où les studios dominaient tout, et il a toujours donné l'impression de placer l'art avant la gloire personnelle. On le voyait comme l'anti-star par excellence, celui qui refusait les jeux de pouvoir, les égos surdimensionnés, les compromis vulgaires. Pourtant, à 88 ans, quand plus rien ne le retient, quand il n'a plus de carrière à ménager ni d'image publique à entretenir, Robert Redford a décidé de parler. Pas pour régler des comptes mesquins ou pour alimenter les tabloïds, mais pour révéler une vérité qu'il a portée en silence pendant des décennies. Il a ouvert la porte sur le côté le plus sombre de sa vie professionnelle, sur ses tournages qui l'ont marqué à jamais, sur ses acteurs qui ont transformé des projets ambitieux en champs de bataille personnels. Pour la première fois, il a nommé 7 noms. Cet acteur qu'il a profondément détesté. Et les raisons qu'il a données ne sont pas seulement des anecdotes de plateau, elles dévoilent la face cachée d'un système où l'ego, le contrôle et l'ambition personnelle ont souvent étouffé l'essence même du cinéma. Cette histoire ne sont pas de simples ragots, elles sont des leçons sur ce qui pourrit Hollywood de l'intérieur, bien plus que n'importe quelle cérémonie glamour ou tapis rouge ne pourra jamais l'admettre. Commençons par Tom Cruise, une collaboration qui aurait dû être un sommet et qui s'est transformée en cauchemar absolu. En 2007, Robert Redford accepte de réaliser et de jouer dans Lion Forlan, un film politique audacieux qui explore les rouages de la guerre en Afghanistan, les failles de la communication entre pouvoir et médias, le cynisme des élites face à l'engagement des soldats. Le sujet est brûlant, complexe, nécessaire. Redford, alors âgé de 71 ans, est une légende vivante, un réalisateur respecté pour son indépendance et son exigence. Et face à lui, Tom Cruise, la superstar absolue, l'acteur capable de remplir les salles rien qu'avec son nom, celui qui vient de relancer United Artists, le studio historique, en tant que producteur. Sur le papier, c'est un duo explosif, une rencontre entre deux générations, deux visions du cinéma. Beaucoup imaginent déjà un film qui marquera l'histoire. Mais dès le premier jour de tournage, Redford comprend que quelque chose ne va pas. Profondément. Cruise n'arrive pas seul sur le plateau. Il est accompagné d'une véritable armée, publiciste, conseiller en images, stratège politique payé pour modeler chaque mot, chaque geste, chaque expression de son personnage, un sénateur ambitieux et charismatique. Redford, qui a bâti toute sa carrière sur l'authenticité, sur la recherche de vérité brute, se retrouve face à un homme qui traite le cinéma comme une campagne publicitaire géante. À l'origine, Redford voulait Denzel Washington pour incarner le sénateur Jasper Irving, un choix qui aurait apporté une gravité naturelle, une intensité contenue. Mais United Artists impose Cruise, espérant relancer le studio grâce à sa puissance commerciale. Et là, tout déraille. Cruise ne joue pas un rôle, il construit une marque. Chaque scène devient une opération de communication. Il exige la présence permanente de stylistes pour ajuster sa silhouette, sa cravate, sa posture. Il passe des heures à discuter des affiches promotionnelles pendant que l'équipe attend. Il demande des dizaines de prises pour un simple regard, analysant la durée exacte, l'angle de la caméra, la lumière qui doit le mettre en valeur. Redford, qui a passé 3 jours entiers à répéter une scène muette pour Ordinary People, une œuvre sur la douleur familiale et le silence, reste sidéré devant cette obsession du détail superficiel. Un jour, il ne peut plus se retenir et lance à Cruise, « Attends une seconde, Tom. Ce n'est pas comme ça que je veux faire ce film, et certainement pas avec tous ces gens qui grouillent autour de nous. » Mais Cruise ne comprend pas. Pour lui, le cinéma est une question de contrôle absolu, d'image parfaite, de messages calibrés pour séduire avant même que le spectateur n'ait le temps de réfléchir. Redford veut montrer la vulnérabilité d'un homme politique face à l'échec, la fragilité derrière le pouvoir. Cruise veut une symétrie visuelle, une discipline apparente, une posture de leader infaillible. L'écart est abyssal. Le plateau devient une cocotte-minute. Le budget est limité, le calendrier infernal, le scénario constamment remanié sous la pression du studio. Même Meryl Streep, qui incarne une journaliste déterminée et qui est pourtant réputée pour son professionnalisme irréprochable, finit par craquer. Un jour, elle décroche complètement. L'équipe sort des pancartes avec ses répliques écrites en gros, car elle ne parvient plus à se concentrer. Elle joue avec son BlackBerry, les yeux dans le vide. Redford explose. L'ambiance est électrique,
tendu, irrespirable. Ce qui devait être un drame politique réfléchi se transforme en une négociation quotidienne sur l'image, sur le marketing, sur le contrôle. À la sortie du film, les critiques sont impitoyables. Lion Forlan est qualifié de laborieux, prétentieux, vide de substance. Le box-office est un désastre. Pour Redford, la douleur n'est pas seulement dans l'échec commercial, elle est dans le fait qu'il l'avait vu venir dès le début. Le film a été confisqué par le marketing, vidé de son âme, transformé en produit sans cœur. Cruise, lui, passe rapidement à autre chose, enchaîne les blockbusters à succès. Redford enterre l'expérience, humilié, amer. Ils ne se reparleront jamais. En privé, il résume la situation avec une phrase d'une lucidité brutale, « Est-ce qu'on joue la comédie, ou est-ce qu'on vend une pub électorale ?» Pour lui, la réponse est évidente. Cruise représentait tout ce qu'il méprisait. Le cinéma réduit à une opération commerciale, l'art sacrifié sur l'autel de l'image parfaite. Passons maintenant à Paul Newman, une relation qui incarne la trahison la plus douloureuse, celle d'une amitié mythique qui s'est muée en rivalité silencieuse. Pour des millions de spectateurs, Redford et Newman formaient le duo ultime d'Hollywood. Butch Cassidy et le Kid en 1969, puis The Sting en 1973, deux films qui ont défini une époque, deux performances légendaires, une alchimie si naturelle qu'on imaginait les deux hommes inséparables dans la vie. On les voyait comme des frères d'armes, des complices, des amis pour la vie. Mais derrière les sourires pour les caméras, la réalité était bien plus complexe, marquée par la jalousie, les tensions, les rancunes qui n'ont jamais été complètement digérées. Tout commence avec Butch Cassidy. À l'époque, le studio ne veut que Paul Newman, déjà une star confirmée, un acteur oscarisé, une icône. Redford n'est qu'un jeune acteur prometteur, un pari risqué. C'est Newman lui-même qui insiste pour le garder dans le film, un geste généreux qui lance véritablement la carrière de Redford. Mais ce geste plante aussi les graines d'un déséquilibre profond. Newman est l'établi, le roi. Redford est l'outsider qui, soudain, lui vole une partie de la lumière. Et Newman a du mal à l'accepter. Il l'admettra plus tard, avec une franchise désarmante, « J'aurais préféré jouer Sundance. C'est le rôle le plus facile, le plus cool. » Une révélation stupéfiante. Le grand Paul Newman envie le rôle de Redford. Pendant que le public rit aux éclats devant leur complicité à l'écran, Newman ronge son frein en silence, irrité par l'ascension fulgurante de son partenaire. Quand il se retrouve pour The Sting, la dynamique a complètement changé. Redford est désormais une star à part entière, celle que le studio veut avant tout. Il va jusqu'à céder une partie de son propre cachet pour que Newman accepte le rôle et obtienne la rémunération qu'il exige. Un geste qui semble généreux, mais qui révèle une faille. Newman se sent éclipsé, relégué au second plan. Redford, lui, commence à comprendre que leur amitié ressemble de plus en plus à une compétition déguisée. Les tensions s'accumulent au fil des jours. Newman est connu pour sa ponctualité exemplaire, une discipline presque militaire. Il supporte mal les retards de Redford, qui a une approche plus fluide, plus créative du temps. Dans ses mémoires, Newman écrit sans détour, on ne peut pas compter sur Redford. On n'est jamais sûr qu'il sera là. C'est tout simplement comme ça. Sa fille, Clea Newman, confirme cette obsession de son père pour l'heure exacte, et contraste avec le style plus détaché de Redford. De son côté, Redford s'irrite de voir Newman s'immiscer de plus en plus dans les décisions de production. Sur le plateau de The Sting, Newman agit presque comme un producteur officieux, donnant son avis sur le scénario, sur le choix des acteurs secondaires, sur le placement des caméras, sur les moindres détails techniques. Redford confie à des proches, « Il a cessé d'être mon partenaire de jeu. Il est devenu mon rival. » Les deux hommes n'ont jamais eu d'explosion publique, jamais de scandale médiatisé. Leur rivalité reste discrète, polie, soigneusement cachée derrière les sourires pour les photographes. Mais ceux qui les entouraient sentaient l'érosion progressive de la confiance, la magie qui s'effritait jour après jour. Redford admire le talent immense de Newman, mais il déteste son côté calculateur, cette façon de jouer l'innocent pour obtenir plus que ce qu'il mérite. Pour Redford, c'est une forme de manipulation qui va à l'encontre de sa vision du cinéma, basée sur la discipline, le respect mutuel, le travail collectif. Leur lien, il le comprend trop tard, repose autant sur la rivalité que sur l'affection véritable. Le public, lui, continue de rêver d'un troisième film ensemble. Pendant des décennies, des scénarios circulent, une suite à Butch Cassidy, une préquelle, une adaptation de Promenons-nous dans les bois de Bill Brison. Redford pousse pour ses projets,
enthousiaste à l'idée de retrouver cette alchimie. Newman, lui, recule systématiquement. Au début des années 2000, sa santé décline. Il prend sa retraite définitive en 2007 et meurt l'année suivante, emportant avec lui tout espoir de retrouvailles à l'écran. Mais certains initiés avancent une explication plus sombre, leur relation s'était irrémédiablement refroidie. Trop d'années de jalousie accumulée, trop de retard mal digéré, trop d'heures passées à négocier des détails créatifs avaient usé la magie d'autrefois. Ce qui avait commencé comme une collaboration légendaire s'était transformé en une distance froide, presque hostile. Dustin Hoffman représente une autre forme de frustration, celle d'un clash de méthodes qui a laissé des cicatrices indélébiles. En 1976, Les Hommes du Président sort sur les écrans et devient instantanément un monument du cinéma américain. Le film retrace l'enquête de Bob Woodward et Carl Bernstein sur le scandale du Watergate, une œuvre tendue, précise, utilisée encore aujourd'hui dans les écoles de journalisme. À l'écran, Redford et Hoffman incarnent les deux reporters avec une intensité rare, une complémentarité parfaite. 4 Oscars, des critiques dithyrambiques, un statut de classique intemporel. Mais derrière ce triomphe se cache une tension si vive, si constante, que Redford jure de ne plus jamais partager l'écran avec Hoffman. Redford a porté ce projet à bout de bras depuis le début. C'est lui qui a acheté les droits du livre, lui qui a convaincu le studio, lui qui a supervisé chaque étape du développement. Son approche est méthodique, structurée, presque militaire. Il croit en la discipline, en la préparation minutieuse, en la fidélité à la vision du réalisateur. Hoffman, au contraire, est un pur produit de la méthode Actor Studio. Il s'épanouit dans le chaos créatif, improvise sans prévenir, modifie ses déplacements en pleine prise, se place volontairement dans la lumière de son partenaire pour dominer le cadre. Le résultat est un affrontement quotidien, une guerre d'usure qui met les nerfs de l'équipe à rude épreuve. Les techniciens se souviennent de Redford se mordant la langue à répétition, trop professionnel pour exploser en public, mais visiblement au bord de l'implosion. Un éclairagiste racontera plus tard, ce n'était jamais une engueulade ouverte, mais on sentait l'air se charger d'électricité chaque fois que Hoffman lançait une de ses expérimentations imprévues. Redford voit le cinéma comme un sport d'équipe, où chaque élément doit servir une vision commune, cohérente, maîtrisée. Hoffman croit que l'authenticité naît de la spontanéité, même si cela perturbe l'ensemble du plateau. Il répète une scène d'une certaine manière, puis, dès que la caméra tourne, la joue complètement différemment, avec un nouveau rythme, un nouveau ton, des répliques improvisées. Une séquence célèbre, un coup de fil dans la salle de rédaction, devient un cauchemar logistique. Hoffman enchaîne cette prise, chacune radicalement différente. Redford, obligé de réagir en temps réel, bouillonne intérieurement. Le réalisateur Alan J. Pakula doit naviguer entre les deux acteurs avec une prudence extrême, comme un funambule au-dessus d'un gouffre, pour éviter que la tension n'explose. Redford finit par souffler à Pakula, exaspéré. On essaie de raconter une histoire cohérente, pas de courir après 1000 petits moments épars. L'ironie de l'histoire, c'est que les deux hommes sont animés par la même quête d'authenticité. Redford a passé des mois à suivre Bob Woodward, à absorber ses habitudes, son langage, sa façon de penser. Hoffman, lui, s'est pratiquement installé chez Carl Bernstein, imitant sa démarche, sa voix, ses tics nerveux, jusqu'à ses relations personnelles. Mais là où Redford voit l'immersion comme une préparation rigoureuse, un travail en amont pour servir le film, Hoffman la transforme en performance permanente, toujours en train de tester les limites, de repousser les frontières. Carl Bernstein lui-même finit par admettre que l'approche d'Hoffman pouvait devenir étouffante. Sa compagne de l'époque, Nora Ephron, lâche une phrase assassine, « C'est comme si tu lui volais son âme ». Pour Redford, cette obsession n'a rien d'admirable, elle est profondément perturbatrice. Chaque fois que Hoffman attire l'attention sur lui, Redford a l'impression que l'équilibre du récit s'efface, que l'histoire collective passe au second plan. Quand Les Hommes du Président triomphent, remportant 4 Oscars et entrant dans l'histoire du cinéma, beaucoup imaginent que Redford et Hoffman deviendront le nouveau grand duo d'Hollywood, un équivalent moderne de Newman et Redford. Mais Redford a déjà pris sa décision définitive. Il ne critiquera jamais Hoffman en public, ne montrera jamais une querelle ouverte. Il se contentera de refuser catégoriquement toute nouvelle collaboration. Des années plus tard, quand on lui demande pourquoi il n'a plus jamais travaillé avec Hoffman, sa réponse est brève, mais lourde de sens, une fois suffit. Cette simple phrase contient tout le poids des improvisations interminables, des interruptions constantes, des ajustements sans fin qui ont transformé un tournage ambitieux en épreuve quotidienne.
Jane Fonda incarne une toute autre forme de malaise, plus intime, plus personnelle, liée à la difficulté de Redford à gérer les relations avec les femmes sur un plateau. À l'écran, Redford et Fonda semblent faits l'un pour l'autre. De pieds nus dans le parc en 1967 à The Electric Horseman en 1979, puis des décennies plus tard avec Nos âmes la nuit en 2017, leur alchimie paraît intemporelle, naturelle, presque magnétique. On les imagine complices, passionnés, peut-être même amoureux dans la vraie vie. Mais Fonda elle-même a brisé cette illusion lors d'un festival à Cannes, avec une franchise désarmante, il n'aimait pas embrasser. Il était toujours de mauvaise humeur, et j'ai toujours cru que c'était ma faute. C'est une très bonne personne. Il a juste un problème avec les femmes. Leur première collaboration, La poursuite impitoyable en 1966, est professionnelle, mais déjà marquée par une certaine distance, une froideur palpable. L'année suivante, Pieds nus dans le parc met en scène une jeune mariée insouciante face à un avocat rigide et coincé. Le film est un succès public, mais en coulisses, Fonda est troublée par l'attitude de Redford. Elle tombe réellement amoureuse de lui, fascinée par son charisme, sa beauté, son intelligence. Mais Redford garde ses distances, refuse catégoriquement de brouiller les frontières entre fiction et réalité. Pour Fonda, chaque tournage avec lui suit le même schéma frustrant. Sa mauvaise humeur chronique, ses retards fréquents, son refus de s'engager pleinement dans les scènes romantiques que leur personnage exige. Redford, de son côté, est un homme réservé, contrôlé, qui pose des limites claires à ce qu'il donne de lui-même. L'intimité physique, même simulée, semble le mettre mal à l'aise. Lors de The Electric Horseman, alors que Fonda a déjà divorcé 2 fois et vit une période de libération personnelle, le même obstacle persiste. Il tourne une scène d'amour, mais Redford pose des barrières invisibles, des conditions qui étouffent la passion pourtant visible à l'écran. Fonda avoue plus tard qu'elle s'est longtemps sentie responsable de cette froideur, qu'elle a intériorisé cette distance comme un échec personnel. Ce n'est qu'en 2017, lors du tournage de Nos âmes la nuit, un film doux et mélancolique sur 2 veufs qui se redécouvrent, qu'elle comprend enfin. Redford arrive sur le plateau avec 3 heures de retard, visiblement irrité, fermé. À ce moment-là, Fonda réalise que le problème ne vient pas d'elle, mais de lui, de sa difficulté à s'ouvrir, à lâcher prise, surtout avec une partenaire féminine. Sa remarque à Cannes résume des décennies de tensions accumulées, de malentendus, de frustrations. Redford n'a jamais été un séducteur de plateau, jamais un homme à embrasser avec passion pour les besoins d'une scène. Il contrôle ce qu'il donne et ce qu'il retient, laissant souvent ses partenaires déconcertés, perdus face à cette muraille intérieure. Gene Hackman représente un choc de tempéraments brutaux, une confrontation entre 2 forces opposées qui n'ont jamais pu coexister. En 1969, Downhill Racer met en scène Redford dans le rôle d'un jeune skieur ambitieux et Hackman dans celui de son entraîneur impitoyable. L'association semble prometteuse, 2 acteurs en pleine ascension, connus pour leur intensité, leur détermination, avides de marquer le nouvel Hollywood qui émerge. À l'écran, la formule fonctionne à merveille, la tension entre les 2 personnages est palpable, crédible. Mais en coulisses, l'admiration mutuelle initiale tourne rapidement au mépris profond. Redford décrira plus tard Hackman comme un marteau-pilon dans un magasin de porcelaine, une force brute incapable de nuance. Hackman, de son côté, pense que Redford est un idiot prétentieux. Le respect ne survit pas au premier jour de tournage. Tout commence par une différence fondamentale de style. Redford est discipliné, calculateur, presque obsessionnel dans sa préparation. Il veut de la subtilité, des nuances émotionnelles, une précision chirurgicale dans chaque plan. Hackman est imprévisible, explosif, refuse de se plier au rythme de quiconque. Le réalisateur Michael Ritchie, témoin direct des étincelles, résume la situation. Jane aimait bien Redford, mais il était terrifié par le ski. Redford cherche la finesse, Hackman traite chaque scène comme un combat à mort. Il crie pendant les répétitions, remet en cause la mise en scène, ignore les indications si elle limite son élan. Pour Redford, partisan acharné de la collaboration harmonieuse, cela relève du chaos pur. Un membre de l'équipe se souvient, on ne savait jamais quel Hackman allait arriver sur le plateau. Brillant un jour, belliqueux le suivant. La passion de Redford pour le projet ne fait qu'aggraver les choses. Installé dans l'Utah depuis des années, il rêve de tourner un vrai film de ski, authentique, immersif. Mais son engagement frise l'inconscience. Juste avant le début du tournage, il se blesse gravement au genou lors d'un accident de motoneige. Les médecins lui conseillent le repos absolu. Redford les ignore et insiste pour exécuter lui-même des cascades dangereuses.
Hackman entre dans une rage noire. Il fulmine auprès du directeur de production. Est-ce que cet idiot connaît les clauses d'assurance? S'il se plante, on remballe tout et on rentre à la maison. Pour Hackman, ce n'est pas de la passion artistique, c'est de l'arrogance pure, de l'inconscience qui met en péril l'ensemble de la production. L'entêtement de Redford ne fait que confirmer son opinion. Son partenaire est un naïf prétentieux. Le point de rupture arrive lors d'une scène émotionnelle cruciale. Hackman, mécontent d'un éclairage qu'il juge peu flatteur, s'enferme dans sa caravane et refuse de sortir. Le tournage est paralysé pendant des heures. L'équipe attend, nerveuse, sous la neige. Finalement, Redford se rend à la caravane, ouvre la porte à la volée et lance devant tout le monde « Ce n'est pas ton film, Jen. C'est un travail d'équipe. Tu viens jouer, ou tu dégages. » Hackman finit par se présenter, mais il ne pardonne jamais l'humiliation publique. Dès lors, leur relation est morte. Hors caméra, il ne s'adresse plus la parole, pas un regard, pas un mot. Le film sort, fonctionne correctement, mais l'expérience laisse des traces indélébiles des deux côtés. Barbra Streisand incarne le summum de la guerre d'ego, une collaboration où deux divas se battent pour le contrôle total d'un projet. En 1973, Nos plus belles années, ou The Way We Were, réunit Redford, le Golden Boy d'Hollywood, et Streisand, l'actrice-chanteuse déjà devenue une légende à seulement 30 ans, une force de la nature dotée d'un ego monumental. Le film est un triomphe au box-office, une histoire d'amour impossible qui fait rêver des générations de spectateurs, une bande originale iconique. Mais derrière le rideau, la collaboration est un enfer quotidien, une expérience que Redford refuse de renouveler à tout prix. Dès le départ, Redford résiste à l'idée de jouer face à Streisand. Le réalisateur Sidney Pollack doit passer 8 mois à le convaincre d'accepter le rôle de Hubel Gardinet, un écrivain WASP face à la passionnée Katie Morosky. La raison de son hésitation est brutale, elle n'a jamais été testée dans un rôle dramatique pur. Sa réputation, c'est celle d'une personne ultra contrôlante. Elle se dirigera elle-même. Ça ne marchera jamais. Redford doute aussi de la capacité de Streisand à se détacher de son image de chanteuse. Il demande à Pollack, mi-sérieux mi-inquiet, « Elle ne va pas chanter en plein milieu du film, n'est-ce pas? Je ne veux pas de ça. » Ses craintes se révèlent fondées. Streisand finit par imposer le thème principal, une ballade qui éclipse tout et devient un classique immortel. Sur le plateau, Streisand est fasciné par Redford, ce qui ne fait qu'accentuer le malaise. Lui fixe des limites claires dès le premier jour, « Tout ce que je te dirai sur moi sera volontaire, parce que je veux que tu le saches, pas parce que tu crois avoir le droit de le savoir. » La tension explose lors des scènes intimes. Redford insiste pour porter 2 slips de sport superposés afin de créer une barrière physique avec sa partenaire. Streisand, de son côté, enfile un maillot et une pièce sous ses vêtements lors des séquences supposées sensuelles. Pollack doit les rassurer constamment. Les scènes paraîtront romantiques à l'écran, pas crues. Mais l'inconfort est palpable pour toute l'équipe. Les affrontements deviennent légendaires. Les deux stars exigent d'être filmés de leur bon profil, le gauche pour les deux, obligeant le chef opérateur à inventer des placements de caméra complexes pour qu'ils puissent se faire face sans ruiner le cadre. Redford, habituellement calme et maître de lui, perd patience face à la domination de Streisand. Un jour, il se moque ouvertement d'elle en tournant son visage vers son mauvais profil devant toute l'équipe. Streisand se fige, humiliée. L'atmosphère est tendue, mais toujours polie en surface, deux divas luttant pour le contrôle tout en feignant la camaraderie. L'ego de Redford n'arrange rien. Il refuse catégoriquement des répliques qui pourraient suggérer une faiblesse de son personnage. Dans une scène, Hubel doit admettre « ce sera mieux cette fois ». Redford bloque, estimant que cela ferait croire au public qu'il est mauvais au lit. Il rejette aussi une ligne mentionnant que Hubel grisonne, déclarant que son personnage ne sera jamais vieux ni vulnérable. Streisand est contrôlante, mais Redford est inébranlable. Le plateau devient un champ de bataille permanent. À la sortie, le film est un raz-de-marée commercial. Streisand récolte l'essentiel des éloges, une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice, une statuette pour la meilleure chanson originale. Redford est largement ignoré, son personnage jugé fade et sous-développé face à la fougue de Katie. Pour lui, c'est une humiliation cuisante. Il avait redouté ce tournage, enduré des mois de tension, pour finir éclipsé par sa partenaire, tant à l'écran qu'aux récompenses. Quand l'idée d'une suite est évoquée, il coupe court immédiatement. « Je n'en voulais pas, mais Barbara, oui. » Pour Redford, Streisand représente le type d'acteur qu'il a toujours haï, du baratin, de l'ego pur, du piston d'agent.
Au-delà de ces 7 noms, ce que Redford dénonce vraiment, c'est la maladie fondamentale d'Hollywood, l'ego dévorant qui transforme chaque projet en hôtel dédié à la gloire personnelle d'une star. Pour lui, le pire n'est ni l'argent ni la célébrité, mais cette tendance à placer son nom au-dessus du titre, comme si l'histoire, le réalisateur, l'équipe technique n'étaient que des accessoires secondaires. Redford connaît bien ce piège. Grand, beau, charismatique, il avait tout pour devenir une idole de box-office. Son visage rapportait des millions, son nom remplissait les salles. Mais alors que des contemporains comme Jack Nicholson ou John Wayne acceptaient ce système, se laissaient vendre comme des produits, Redford s'en est toujours révolté. Il voulait disparaître dans des rôles comme Jeremiah Johnson, être un acteur au service du personnage, pas une marque. Ce qui l'exaspérait le plus, c'était de voir des acteurs utiliser leur influence pour écraser le film lui-même. Une sortie estampillée Paul Newman ou un véhicule pour Jack Nicholson finissait par éclipser l'œuvre artistique, par transformer le cinéma en vitrine d'ego plutôt qu'en espace de vérité. Redford a prouvé sa conviction par l'exemple. Quand il réalise Ordinary People, son premier film en tant que metteur en scène, un drame familial qui remporte l'Oscar du meilleur film, il refuse catégoriquement qu'on le vende comme un film de Robert Redford. Même quand il avait gagné ce droit, il recule devant l'arrogance. Pour lui, ces acteurs qui exigent d'être mis en avant incarnent tout ce qui détruit l'art, l'importance de soi au-dessus de la substance, le marketing avant le courage créatif. Ils empoisonnent la collaboration, transforment l'art en produit, et ne lui inspirent que du mépris. Voilà pourquoi, quand Redford nomme ces 7 acteurs, ce n'est pas seulement personnel, c'est philosophique. Il déteste ceux qui placent leur ego avant le cinéma, avant l'histoire, avant l'équipe. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ces rancunes étaient-elles justifiées, ou n'étaient-elles qu'une autre manifestation de l'ego d'Hollywood ? Laissez un commentaire, partagez vos réflexions, et n'oubliez pas d'aimer et de partager pour découvrir d'autres histoires qui révèlent les rivalités les plus sombres de l'industrie du cinéma.